Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit très propre. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquilles, ce qu'on appelle les béquilles. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h au sommaire de cette émission. La transition électrique, fin des véhicules thermiques en 2035. Le groupe Stellantis accélère pour Alfa Romeo, DS et Lancia qui sera la première à passer au 100% électrique dès 2026 dans le monde, suivi de près par Alfa Romeo qui prévoit une gamme électrique en 2027. Et pour les principaux marchés, la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe, on verra en tout cas avec notre invité. Et puis quant à DS, seuls les véhicules électriques seront lancés à partir de l'année prochaine. On fera le point, donc il est là avec nous pour en parler justement de cette partie 100% électrique. Joël Vérani, directeur des marques Premium, sera avec nous dans quelques instants. Le métier de la semaine avec Mobiliance, ce sont les métiers de la moto. 2023 débute sous les meilleurs auspices pour le marché moto français qui vient d'enregistrer une hausse sensible des immatriculations au cours des mois de janvier. Avec la décarbonation des mobilités, on reviendra sur les enjeux et les leviers avec Bertrand Massé, vice-président du métier moto de Mobiliance. Et cet été, la sobriété énergétique sera de mise sur l'autoroute. Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition énergétique, appelle à rouler à 110 km/h maximum au lieu de 130, car 20 km en moins sur l'autoroute, c'est 20% de carburant et d'émissions de CO2 en moins. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. La mesure est jugée particulièrement efficace pour un surplus de temps modeste. Mais qu'en pense Yves Cara, porte-parole de la Mobilité Club de France? On verra ça avec lui. Réservez votre taxi et VTC au meilleur tarif. Montransport.com est un comparateur de taxi et de VTC gratuit vous permettant de comparer le prix de vos courses et de réserver un chauffeur en quelques secondes. Vous saurez tout avec Albéric de Bernis, PDG fondateur de Montransport.com. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et la transition électrique, on en parle de plus en plus et forcément toutes les entreprises, en tout cas tous les constructeurs s'engagent. Joël Vérani est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des marques Premium, donc Alfa Romeo, DS et Lancia. Vous êtes arrivé à la tête de ces trois belles entreprises il y a à peu près un an. Est-ce que la projection aujourd'hui de ces entreprises, dont le retour de Lancia déjà, ce qui est important, est-ce qu'on projette le 100% électrique très très rapidement? On en a parlé dans le sommaire, mais si on fait un point aujourd'hui, on en est où? Alors effectivement, ces trois marques, on va très très vite sur l'électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une transition à accompagner. Les marques premium, c'est là où il y a le plus d'attentes en termes d'électrification. Ouais. Nous, le but, c'est de toujours répondre aux attentes de nos clients. Et avec ces trois marques, ces trois fantastiques marques, on a adapté des offres et des propositions qui vont être différentes par marque, mais électrifiées. Ce soir, vous êtes là avant tout pour Alfa Romeo. C'est quand même, on sort de pas mal d'années de vaches maigres pour Alfa Romeo, mais elle remonte très bien, un peu sur tous ces marchés. Comment se fait ce renouveau ? Alfa Romeo, c'est une marque iconique. Alfa Romeo, c'est la marque qui incarne la sportivité italienne. C'est une marque de passionnés. Et aujourd'hui, c'est une métamorphose. Une métamorphose qui a été lancée en 2022, où on a lancé un nouveau modèle qui s'appelle Tonale. Et c'est le premier modèle qui est électrifié pour la marque. C'est une révolution parce que c'est une marque sportive. Et donc, on réinvente la sportivité avec l'électrification. C'est possible. Et aujourd'hui, ça fonctionne. L'année dernière, on a doublé les volumes. Cette année, on continue à doubler les volumes. C'est dire le succès de ce véhicule Tonale. Et bien sûr, du reste de la gamme. Giulia, Stelvio, qui sont des modèles iconiques et qui viennent d'être stylés. Alors c'est intéressant puisque vous parlez de modèles iconiques et généralement les aficionados de ces véhicules nous disent surtout on ne touche pas, on ne change pas le design, on ne change pas le moteur. Est-ce que c'est difficile de passer justement, de les garder, de passer à l'électrique? Moi je dis c'est génial, c'est une belle opportunité. Aujourd'hui c'est une grosse transition, c'est un changement complet de paradigme. De toute façon, on est obligé d'y aller, quoi qu'il arrive. Exactement. En fait, c'est une contrainte réglementaire, mais c'est aussi quelque chose de positif puisqu'on va réduire les émissions de CO2. Donc, comment le faire au mieux? Comment réinventer cette sportivité? Et c'est exactement ce qu'on propose avec Alfa Romeo. On accompagne cette transition à travers d'abord un hybride rechargeable et bientôt du 100% électrique. Pour Alfa, qui est une marque renaissante, on peut le dire, c'est pas du tout parce qu'elle était quand même descendue assez bas. Comment on se positionne en tant que marque premium? Parce que le premium au niveau mondial, c'est très dominé par les Allemands, ensuite un peu les Japonais. Comment est-ce qu'on positionne une marque comme Alfa? Il gusto italiano comme... Et les Anglais aussi. Les Anglais aussi, ouais, oui. bien sûr. Mais c'est ça qui est beau, c'est que
tout le monde connaît Alfa Romeo. Déjà, en termes de notoriété, c'est une notoriété immédiate. Le deuxième point, c'est évidemment comment positionner avec les produits. Et là, on a complètement renouvelé la gamme en montant en qualité encore nos produits et en gardant l'ADN de la marque. L'ADN de la marque, c'est quoi? C'est la sportivité, c'est une conduite viscérale. Donc, c'est une conduite qui donne des sensations, des frissons. Et là, je vous invite tous, si vous ne connaissez pas la gamme actuelle, allez l'essayer tout de suite. On a 110 points de vente en France, c'est incroyable. Et à chaque fois, c'est une nouvelle émotion. Donc, Sur les 110 points de vente, justement, est-ce qu'on retrouvera les 3 marques en même temps ou chacun va avoir son espace dans les concessions? Et ça, c'est très important. On doit respecter chaque univers de marque. Chaque marque apporte des valeurs, une proposition pour le client, donc on respecte les parcours. En revanche, que dans la boîte qui s'appelle la concession, on puisse avoir plusieurs marques, ça fait sens, puisque après on peut réunir les après-ventes, on peut réunir des services, et c'est exactement ce qu'on fait quand ça a du sens. Dans certains cas, on aura séparément encore Alfa Romeo, DS et Lancia qu'on va lancer l'année prochaine. Alors, vous avez des restylages en cours, le Stelvio, on va dire gros SUV, et la Giulia, qui est la berline. Il y a 3 modèles pour le moment en gamme. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les restyling, ou les restylages en français, pardon? Alors, déjà, vous avez très bien dit, restylage complet Giulia Stelvio, nouvelle face avant, nouvelle technologie à l'intérieur. Elle reste sublime. En gardant quand même... En gardant l'ADN de la marque. C'est ça. Donc, okay. Ça, c'est pour Giulia Stelvio. Tonale, qui a été lancé l'année dernière. Cette année, on sort les variantes hybrides rechargeables avec 2 niveaux de motorisation, 190 chevaux, 280. Et l'année prochaine, on arrive avec un modèle 100% électrique, le premier 100% électrique, Alfa Romeo. Ce sera 2024. La nouvelle génération de ces voitures, on s'adresse à qui? Est-ce qu'on s'adresse, on féminise un peu? Parce que forcément, Alfa Romeo, voiture de course un peu sportive, c'était très, très genré, très garçon. Aujourd'hui, est-ce qu'on s'adresse à une clientèle un peu plus féminine? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le premium attire tout le monde. Parce qu'on apporte des valeurs qui créent des émotions, qui créent une expérience. L'expérience d'Alfa Romeo, c'est bien de vibrer quand on est au volant. C'est bien d'avoir des sensations, et pas forcément des sensations de gros moteurs, des sensations de conduite. Et c'est ça qu'on retrouve à travers une demande de la clientèle. C'est moi, effectivement, je voudrais avoir une voiture électrique parce que ça correspond à un besoin. Mais je vais me faire plaisir aussi. Alfa Romeo, vous avez, il y a des alfistes, comme on dit, les aficionados d'Alfa. Du 30 juin au 2 juillet, donc c'est demain, ce sont les Tribe Days, les jours de la tribu, vous appelez ça comme ça, c'est sympathique, au Mans et à Montlhéry. Comment ça se passe et quel est le profil de l'alfiste en 2023? Alors, le profil de l'alfiste, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui vibre pour la marque. C'est pas forcément un possesseur de la marque, mais c'est quelqu'un qui a suivi les évolutions de la marque et qui aime ce que propose la marque, l'ADN de la marque. Et donc, ces Tribe Days, c'est l'occasion de réunir ces personnes qui sont souvent possesseurs de très belles autos. Je pense à des quadrifolios, des GT-AM, des voitures d'exception, et qui vont se retrouver pour partager leur passion automobile d'Alfa Romeo, partager des tours à travers des circuits et participer au Mans Classique où on aura une présence très importante avec Alfa Romeo et plein de surprises. Les couleurs de la marque, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de noir, il y a beaucoup de vos constructeurs, en tout cas de vos concurrents. C'est les mêmes couleurs que Sud Radio. Oui, mais il y a beaucoup de vos concurrents qui se sont, vulgairement un peu éclatés sur des couleurs, coloris. Est-ce que la marque va s'émanciper sur des coloris un peu disruptifs, comme on dit? Alors, Alfa Romeo, c'est rouge. Ouais. Il se trouve qu'on n'a pas que du rouge. Bah non. Le rouge, c'est la couleur historique, c'est la couleur des alfistes, et c'est la couleur qu'on aime. Et on a proposé aujourd'hui sur Tonale, par exemple, un vert, qu'on a aussi sur Quadrifolio, un vert Montréal, qui est un vert très vif. Donc, un bleu qui est sublime. On s'étoffe, on propose parce qu'il y a une demande client. Il y a une demande, oui. Cette année, c'est un centenaire, une griffe d'Alfa, le Quadrifolio ou le Quadrifolio Verde et le trèfle à 4 feuilles. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette griffe encore pour Alfa? Et alors, vous avez quand même sorti sans Stelvio et sans Giulia avec un moteur V6 2,9 litres turbo de 520 chevaux et ils sont partis a priori comme des petits pains. Ils sont déjà tous vendus. Oui, c'est ça. Avec 520 chevaux. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a des passionnés, on a des gens qui aiment l'automobile, qui fait frissonner, et c'est ce que propose Alfa Romeo toujours aujourd'hui. Quadrifolio, c'est l'emblème mythique, c'est le symbole de l'excellence d'Alfa Romeo, c'est la recherche du maximum de la performance. Et donc on a des variantes Quadrifolio, et là actuellement on a proposé Giulia et Stelvio en Quadrifolio. Et comme vous l'avez dit, la série spéciale 100 ans,
il n'y en a plus. On a regardé avec Philippe David, vous proposez de trouver un nom, en tout cas, ou de trouver le nom d'un petit SUV. On parlait de... Alors, Jeep a sorti le mot Junior. Junior, c'est un mot qui sonne chez Alfa Romeo, chez les alfistes en tout cas. Nous, on voulait vous en proposer un, c'est Bambino. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Elle adore chanter du Dalida, c'est pour ça. Mais voilà. Est-ce que ce mot, vous l'avez? C'est un appel? C'est quoi aujourd'hui? C'est un jeu? C'est quoi on a envie de le découvrir en fait. Aujourd'hui, c'est typique d'Alfa Romeo. Aujourd'hui, on fait participer les alfistes et tous ceux qui s'intéressent à Alfa Romeo pour proposer un nom. Donc, votre proposition, on la prend, Bambino. C'est super. Et on la met sur les réseaux sociaux, vous pouvez la partager. Et aujourd'hui, on a énormément de participants. Donc, je ne peux pas vous dire quel sera le nom, mais en tout cas, je peux vous dire que ça plaît beaucoup de participer. Bon, pour que ce soit non-genré, il faudra dire Bambini, parce qu'il y a Bambino, Bambina, Bambini, c'est pour les deux. Et moi, si c'est Bambino, je vous préviens, hein, j'ai des demandes derrière. Ouais, ça va pas être gratuit. Hein. C'est aussi un autre anniversaire un peu plus jeune, 60 ans, Autodelta. Autodelta, c'est Alpha Compétition. C'est encore une marque de compétition, Alfa Romeo, qui a fait de la Formule 1 dans les années 80 notamment. Oui, et qui fait toujours de la Formule 1. Oui. L'année dernière, on était 6e en Formule 1. Aujourd'hui, on est encore en compétition. Je voulais dire qu'il avait commencé fin des années 70, début des années 80, c'est ça. Qui a gagné les 2 premiers championnats de Formule 1 qui ont été faits. Donc, c'est une marque qui a une histoire sportive, aussi bien en Formule 1 que dans toutes les compétitions. Et on continue à ça. Pourquoi? Parce que c'est pas que juste pour être dans le sport automobile, c'est aussi pour se servir de ce laboratoire technologique pour faire évoluer nos véhicules. Sur le tarif, parce que c'est quand même un point assez important, vous l'avez dit, hein, ce sont des voitures premium, on va passer à l'électrique, il y a des investissements. Est-ce que les tarifs vont véritablement augmenter, ou est-ce que c'est une politique de prix de se dire qu'il faut quand même faire très attention? Il faut avoir ce qu'on appelle le fair pricing, le juste prix par rapport à la proposition de valeur. Évidemment, la technologie, ça a un coût. Mais la technologie, elle doit être abordable, elle doit être accessible en fonction du besoin qu'on définit. On n'a pas le même besoin au centre de Paris qu'en province, en fonction de l'autonomie dont on a besoin. C'est ça qu'on travaille. Donc nous, on ajuste notre proposition, aussi bien en termes de mensualité, parce qu'aujourd'hui, c'est rare qu'on parle de propriété de voiture, plutôt de mensualité, mon coût à l'usage. Et justement, technologie, on ne parle que de ça, hein, d'innovation, de technologie. Chez Alfa Romeo, est-ce qu'on est sobre ou on est parti aussi dans un petit délire technologique ? Alors, Alfa Romeo est connu pour la légèreté des voitures. C'est la première chose pour réduire le CO2. Parce que moins on transporte de poids, et moins on émet de CO2. Deuxième point, et là je vais dire, c'est la force de Stellantis. On a 30 milliards d'investissements pour réduire le CO2 avec l'électrification, mais pas que. Un ensemble de technologies au service de nos marques. Et donc c'est ça qui arrive. Il y a une question que se posent nos auditeurs. Vous êtes le directeur d'Alfa, mais aussi de 2 autres marques premium de Stellantis en Europe, DS et Lancia. Comment est-ce que vous positionnez les 3 marques sur le marché français? Alors, ce qui est important, c'est que les marques soient complémentaires, qu'elles apportent une proposition de valeur différente. Et je l'ai dit pour Alfa Romeo, c'est la sportivité italienne qui est complètement complémentaire de DS, puisqu'en France, c'est l'art du voyage à la française, qui se base sur le savoir-faire français du luxe. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes thématiques. On est sur une marque française, née à Paris, marque italienne. Et après, on a une marque italienne iconique, mais qui est l'élégance italienne intemporelle. Donc on est encore sur un autre créneau. Donc ces 3 marques, selon les pays, vont apporter plus ou moins de force. Et donc, l'avantage, c'est qu'en France, ces 3 marques sont connues et appréciées. Donc, moi, je suis le chanceux d'avoir ces 3 marques, et notamment Lancia qui arrive. Et Lancia, gros souvenir sur la Lancia Delta intégrale, sport automobile, forcément. Donc, on a envie de savoir si un jour, peut-être, qu'elle pourrait revenir d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que c'est passionnant. Je peux juste vous dire... Il dit ni oui, ni oui. Il m'agace, il dit ni oui, ni non. Je ne vais pas vous dire oui ou non. Ce que je vais vous dire, c'est que Lancia a annoncé un plan de renaissance incroyable, avec un plan à 10 ans, qui est validé. Donc, quand on dit on va relancer Lancia, c'est pas juste avec une voiture l'année prochaine, c'est tout un plan. C'est pas juste avec avec de belles perspectives, et j'espère que vous ne serez pas déçus. On aura une divergence. Moi, c'était la Lancia Stratos que je préférais, mais c'est autre chose. Moi, je vous ai lancé la perche. Si vous avez des informations, vous venez en priorité sur Sud Radio. Avec plaisir. Levez la main droite et dites Jojo. Je viendrai avec plaisir. Très bien, Joël. Merci beaucoup, Joël Verani, d'avoir été avec nous, directeur des marques premium Alfa Romeo, DS et Lancia. Et bien sûr, allez les voir sur leur site internet respectif. En tout cas, allez
allez vous faire plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, bien sûr, tous. Et dans un instant, on va parler des métiers de la moto chez Mobiliance. Absolument, on se retrouve tout de suite. Ah bah, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et ça roule, nous ça roule. Hein. Oui, ça roule. Pour ça, ça Ah bah, roule. avec nous, ça roule très bien. Oui, ça roule. Ah, c'est de la Même carte sur 3 roues, motrice, hein. parfois ça roule quand même. On est ravis de vous retrouver. En tout cas, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. On va parler bien entendu d'automobile. Mais là, on va vous parler moto. Et c'est avec notre invité qui est avec nous, Bernard Massé, vice-président du métier moto de Mobiliance. Bonsoir Bernard Massé. Merci d'être avec nous en Bertrand. direct. Bertrand. Non, mais c'était mieux, Bernard. Ça vous va mieux. La mauvaise foi. Absolue de la fille, c'est fou. Bertrand Massé, merci d'être avec nous en direct. Le marché de la moto en 2022 était un peu en berne, et ben 2023 ça repart. Exactement, ça repart. On a pris, on est à plus 6%, donc on a une belle dynamique pour ce début d'année. Plus 6%, c'est beaucoup. On va pas se plaindre. Non. On va pas se plaindre. Alors, très variable entre le nord de la France, qui n'a pas eu une météo extraordinaire, et puis un sud de la France qui a une belle météo tout ce début de saison. Donc on a une petite variation qui est en train de se corriger. Pardon. Et je tiens à le préciser quand même. D'accord. Est-ce que ça s'explique, cette hausse aujourd'hui, ce retour ? Alors, ça s'explique parce qu'à l'heure actuelle, il y a une belle dynamique sur le deux roues, simplement sur deux choses. À la fois le loisir, parce que les gens ont envie... Post-Covid, on a bien vu, il y a une grosse demande à toujours profiter de bons moments en moto, de pouvoir avoir ce moment de liberté. De liberté, exactement. Et puis, de l'autre côté, il y a toute la partie usage urbain. Et là, la moto, elle est très intéressante. Et j'ai une question à vous poser, c'est une question de Béotien. Est-ce que les scooters, c'est compté dans les motos pour Mobiliance, ou est-ce que c'est deux marchés différents ? Tout à fait. Les scooters sont comptés dans le marché de la moto. Exactement, ce sont les deux roues motorisées en vrai. Voilà. Bertrand Massé, ça représente combien de professionnels aujourd'hui chez Mobiliance, cette filière moto ? Environ 4500 professionnels. Alors après, on a des professionnels qui font plusieurs activités. Oui, c'est ça. Ils peuvent faire du vélo, ils peuvent faire de la motoculture. Donc on a, suivant s'ils font que du 50 cm3 ou ils font de la grosse moto. Donc on a en fin de compte une grande variété. Est-ce que c'est un marché, en tout cas une filière j'allais dire pas en rénovation, mais en reformation forcément, puisque la moto électrique pourrait éventuellement arriver? Alors la moto électrique est en train d'arriver, parce que l'année dernière, ce qui est arrivé à Paris avec le stationnement payant a changé pas mal de choses. Et le marché, jusqu'à présent de l'électrique, qui était vraiment faible, est arrivé l'année dernière avec plus 167% de croissance. Donc c'est énorme. Et on arrive à 11 000 unités. Donc, sur un marché qui fait 185 000, ça commence à arriver. Ah oui, c'est ça. Est-ce que l'arrivée de la moto électrique, ça révolutionne les métiers de la moto, comme dans l'automobile, où la mécanique, pour les moteurs électriques, c'est pas la même que pour les moteurs thermiques. C'est pour ça que je parlais de formation. Et justement, c'est quoi la différence par rapport entre la moto et la voiture pour l'évolution des métiers ? C'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de technique sur la partie moteur. Oui. Par contre, on va devoir apprendre aussi à nos métiers à se brancher, à être plus électrique et électricien dans un sens, dans nos méthodologies. Et ça veut dire aussi préparer nos ateliers à cette partie-là, c'est-à-dire simplement avoir un pont, c'est comme ça qu'on appelle nos outils pour pouvoir monter les motos, avoir un pont qui se branche sur la terre. Donc, par exemple, pour éviter d'avoir des électrocutions, et tous les éléments de formation de nos équipes. Ça veut dire que donc, oui, c'est un vrai changement. En matière de formation, on est prêt aujourd'hui sur cette nouvelle mobilité douce, j'ai envie de dire. La formation est prête. Après, c'est plus nous, les magasins, le marché, qui n'est pas obligatoirement encore prêt pour ça. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, dans le deux roues motorisé, le scooter, et c'est plutôt du scooter électrique, oui, bien sûr.
50 cm3, un petit peu de 125, mais ça veut dire avec des batteries amovibles. Donc en fin de compte, on n'a pas le même besoin que l'automobile et le même risque que l'automobile. Bertrand Massé, vous avez dit que vous vous plaigniez pas avec un marché à plus 6%, très bien. Est-ce que les ZFE, c'est un plus pour plus les bouchons avec la difficulté pour arriver dans les grandes villes? Il y a des bouchons en ville? Ah bon? À Paris, il n'y en a pas. C'est la seule où il n'y en a pas d'ailleurs. C'est une notoriété publique. Et est-ce que c'est un plus pour le marché de la moto où les gens se disent, bah tiens, je vais m'acheter un scooter électrique, comme ça, j'ai pas de problème de bouchons, j'ai plus de problème de bouchons et pas de problème de ZFE? Alors, scooter électrique, oui, sur Paris par rapport au stationnement, mais dans tous les cas, même un thermique, à l'heure actuelle, dernière génération, il est beaucoup plus pertinent qu'une voiture pour faire un trajet 50, 100 km. Voilà, il est beaucoup plus efficace. Un, parce qu'on passe moins de temps. Deux, parce qu'il est moins polluant. Il est 2, voire 3 ou 4 fois moins polluant suivant le type de moteur, même thermique, hein, je parle, sur le même trajet. Et en plus, il vous coûte moins cher. Merci beaucoup, Bertrand Massé, d'avoir été avec nous, vice-président du métier moto de chez Mobiliance. On parle du commerce, de la distribution, de la réparation. Avec cette question ce soir, est-ce que vous seriez prêt à envisager la sobriété énergétique sur l'autoroute cet été? Est-ce que vous seriez prêt à passer à 110 au lieu de 130, mais de façon totalement autonome, de diminuer en tout cas cette limitation de vitesse? Eh ben, vous nous appelez si vous avez des réponses, ou en tout cas vous avez envie de nous en parler, 0826 300 300, et on va demander son avis à Yves Cara qui est avec nous. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Et on continue les vraies voix qui font rouler la France après Alfa Romeo, après la moto. On va parler limitation de vitesse. Oui, on peut dire qu'il y a un certain nombre de ballons d'essai pour faire baisser la vitesse de 130 à 110 km/h sur autoroute. Pour en parler avec nous, Yves Cara, porte-parole du Mobilité Club de France. Bonsoir Yves Cara. Bonsoir. Est-ce qu'on est en train de vivre une offensive pour baisser la limitation de vitesse sur autoroute? Quand on entend Agnès Pannier-Runacher qui disait avant-hier, c'est la ministre de la Transition énergétique, rouler à 110 km/h au lieu de 130, car 20 km/h de moins sur l'autoroute, c'est 20% de carburant et d'émissions de CO2 en moins. Alors oui, rouler à 110 au lieu de 130, quand c'est fait d'une façon intelligente, c'est-à-dire sans gros coup d'accélérateur pour éventuellement doubler de temps en temps, voilà, parce que l'économie, elle doit être faite en permanence. Oui, on consomme moins, on va pas dire le contraire quand même, hein. Mais il faut savoir que sur autoroute, déjà la vitesse moyenne, sauf un Paris-Lyon à 4h du matin où il n'y a qu'un seul péage, on est à 130 tout le temps, d'accord, mais on est plutôt à 110 quand ça se passe bien. On s'arrête, on fait le plein, il y a des autoroutes périurbaines, donc 130 c'est le maximum auquel on n'est pas souvent. Donc c'est plutôt 110. Descendez la vitesse à 110, mettons qu'elle soit obligatoire, la vitesse moyenne, elle va être quoi? À moins de 100 km/h. Donc, comme les doubles voies, même moins que les doubles voies en dehors de l'autoroute. Donc, quand on paye un service, comme l'autoroute, c'est pour avoir un vrai service. Quand vous allez dans un restaurant et que vous payez un prix supérieur à ce que vous pourriez avoir peut-être à côté dans un restaurant de moins bonne qualité, vous attendez un service. Là, on a un service à 130 km/h. Si on descend à 110, c'est plus le même. Alors, on nous dit que certaines entreprises et l'État demandent à leurs salariés et fonctionnaires de rouler à cette vitesse. Est-ce qu'on se moque pas un peu de nous? Parce que je pense que personne ne vérifie à quelle vitesse roulent les salariés ou les fonctionnaires quand ils sont sur autoroute. Oui, mais faut avoir le choix en fait. Qui peut le plus peut le moins. 130 c'est le maximum. Si vous voulez rouler à 110, surtout si vous avez une voiture électrique, hein, vous êtes à 110 sur l'autoroute, parce qu'à 130 vous êtes obligé de vous arrêter toutes les demi-heures. Si on veut rouler à 110, et moi je fais des milliers de kilomètres l'été sur la route avec une opération avec un partenaire, je le vois bien, il y en a qui sont à 110, même 90 entre deux camions, pas de problème. Mais laissons ceux qui ont besoin peut-être pour leur travail, notamment quand on est commercial, entre 130 et 110, on voit pas le même nombre de clients dans la journée, donc ça peut avoir un vrai impact sur une entreprise. Donc on a ce choix, on le paye pour ce choix, prenons-le. Est-ce que c'est pas à force très énervant ces injonctions tout le temps, c'est de nous obliger, de nous inciter, est-ce que on est si dévergondé que ça, que on prenne autant tout le temps sur l'automobile?
Oui, mais tant que c'est une proposition, une incitation et pas une obligation, comme le 130 et 110, pourquoi pas, voilà. Mais comment on peut savoir que c'est pas une obligation? Ça va pas devenir, en tout cas, une obligation. Je crois que par si rapport... vous incitez systématiquement et on vous dira, bah voilà, maintenant que c'est fait, on passe. Écoutez, par rapport aux concessionnaires des autoroutes, je suis pas sûr qu'on puisse leur imposer ça. Je sais pas, je suis pas allé voir dans les contrats, mais je suis pas sûr, parce que là, effectivement, on n'aurait pas le même service et il faudrait baisser le prix des péages de 20%. Oui, en tout cas, il faudrait revoir les concessions. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas dans le contrat. Donc, je suis pas sûr que ce soit possible. Est-ce que le fait, on en parlait hors antenne, le fait que finalement certaines personnes se disent, bah on va rouler à 110, ok, pas de problème, autant sortir de l'autoroute et aller dans les villages. Est-ce que les villages sont prêts à se dire que pendant cet été, on va accepter des centaines et des centaines de voitures qui vont traverser les villages? La nationale 7, vous pouvez chanter. On peut chanter. Mais oui, alors si on le même trajet, on va prendre un Paris-Bordeaux, un Paris-Biarritz ou autre, ou dans l'autre sens, ou un Toulouse, parce qu'on va pas partir de Paris, aller à un Toulouse-Bretagne. Sans l'autoroute, c'est minimum 50% de temps en plus. Voilà, il faut le savoir, minimum, quand ça se passe bien. Donc, on pourrait, pourquoi pas, considérer que le temps de trajet fait partie des vacances. On visite la France, on s'arrête dans les villages et on mange. Et pourquoi pas, ça pourrait relancer le commerce. Donc, on a le choix. Si on peut le faire et si on veut le faire, c'est bien. Après, quand vous avez des enfants dans la voiture et que c'est très très long et qu'ils ont vite envie d'arriver, faut les vendre. Ouais, faut le vendre, mais c'est moins évident. Mais pourquoi pas, ça pourrait relancer un petit peu certains commerces ou certains villages qui pourraient profiter d'un afflux de personnes qui ne prennent pas l'autoroute. Ça pourrait être pas mal. Mais est-ce que ça n'ouvre pas la porte, une boîte de Pandore, à une baisse généralisée? Parce que si on est à 110 sur une autoroute payante, la 4 voies limitée à 110, il n'y a plus de raison qu'elle reste à 110. On va la passer à 100. Et là, on va régénéraliser le 80 sur toutes les routes. Sinon, c'est pas possible autrement. Pour en remettre une louche à ce que disait Cécile. Vous avez le numéro des Gilets jaunes? Non, parce qu'ils sont intéressés par votre proposition. Là. Pas la mienne. Je pense que ça pourrait être pas mal. Oui, il y a toujours des possibilités. Mais bon, on a vu ce que ça donnait quand on imposait une vitesse de 80-90 sur la route. Je pense que le gouvernement, il pense même pas à ça. Mais est-ce que c'est pas un peu plus accidentogène finalement de réduire sa vitesse? Est-ce que certains disent, moi quand je roule beaucoup moins vite, j'ai une perte de vigilance? Sébastien Loeb l'a dit. Ça a beaucoup résonné sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est Sébastien Loeb. Oui, bien sûr. Après, vous savez, aujourd'hui, les voitures, et vous le savez bien, Cécile, entre la sécurité active et passive, franchement, quand vous avez le régulateur adaptatif sur l'autoroute, il ne peut pas se passer grand-chose, quoi. Vous tenez juste les mains sur le volant, la voiture fait tout toute seule, et même si vous avez un moment de distraction, surtout avec le correcteur de trajectoire, vous êtes prévenu. Oui, ça c'est sur les voitures récentes. Sur les voitures récentes. Il y a pas non plus, tout le monde n'a pas de voiture récente. Sinon, il n'y aurait pas de critère 5. Oui, on y va de plus en plus. Donc, tant mieux. Donc, quand on a ce style de voiture, il y a entre 110 et 130. D'abord, on a les autoroutes les plus sûres d'Europe, voire du monde. Donc, ça, faut jamais l'oublier. Quels que soient les sondages qu'on puisse nous sortir ou les études, voilà, on a toujours les autoroutes les plus sûres d'Europe. Et il y a une étude qui a été faite par la SANEF, c'est la Société des autoroutes du Nord-Est de la France. 42% des usagers roulent au-dessus de la vitesse de 130 km/h. Cette tendance à rouler vite est en hausse. Il n'était que 38% à rouler au-dessus de 130 en 2018. Comment expliquer cette tendance? Ouais, alors on est on va pas dire dans l'épaisseur du trait, mais voilà, mais quand même. Donc oui, alors. On n'est pas sur des grands excès de vitesse, on est sur des vitesses presque dans la tolérance. 3% des gens roulent au-dessus de 150 km/h. Voilà, donc, on est presque dans la tolérance. Oui, alors, au-delà de la vitesse, encore une fois, si on respecte déjà les distances de sécurité, on est pas mal. Et le chiffre, justement, qui donne... Qui serait bien de rappeler, d'ailleurs, vous pouvez en profiter pour les rappeler, ces distances de sécurité. Distance de sécurité, vous savez, à 130 km/h, en 3 secondes, on fait 117 mètres. Voilà. Oui. Donc, il faut savoir que si on est distrait pendant 2-3 secondes, 120 mètres après, on tape. Oui. Donc voilà, il faut toujours rester vigilant. Et grosso modo, pour avoir une idée de la distance de freinage et de sécurité, vous prenez la dizaine de votre vitesse, vous la multipliez par 3. 50 km/h, 5 multiplié par 3, ça fait 15. Voilà, c'est à la louche, un moyen mémotechnique. Pour savoir un petit peu votre temps de réaction et comment vous pouvez gérer ça. Donc voilà. Et dans les chiffres de la SANEF qui sont donnés, il y a les distances de sécurité qui sont plus respectées qu'avant. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'en Allemagne, j'ai pas mal conduit en Allemagne, on peut rouler très très vite. Sur certaines autoroutes, mais par contre là-bas,
personne, vous me passerez l'expression, ne vous colle au cul. Ouais. Est-ce que ça, ce serait pas quelque chose à apprendre et répéter? Ah bah, et la moi, je pédagogie du volant, bien moi, sûr. je préférerais qu'on ait du bleu sur les routes pour perdre des amendes aux gens qui collent au cul qu'aux gens qui roulent à 140 sur une autoroute déserte. Ce ne serait pas une mesure intelligente? Tout à fait d'accord. Il faut numériser, c'est bien, mais il ne faut pas déshumaniser. On demande, nous, à Mobilité Club France, plus de présence. Mais numériser, ça oblige pas à payer des gens le long de la route. Oui, et c'est le jackpot financier. Voilà, certainement. Mais en tout cas, quand on a un policier ou un gendarme qui arrête, il y a de la pédagogie, c'est mieux qu'on se sent moins traqué en tout cas. Et puis, je vous dis, la pédagogie, c'est important. Et il le demande d'ailleurs de revenir plus sur les routes, mais c'est un problème d'effectifs et autres. Mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour les milliers de kilomètres que je fais sur les autoroutes, notamment l'été, ceux qui roulent sur la voie du milieu tout le temps, moi j'ai vu souvent des motards les arrêter et leur coller une amende, c'est 35 €, c'est pas énorme, mais pour dire, faut arrêter d'être sur la file du milieu, de gêner tout le monde, quoi, parce que ça aussi, ça énerve un peu. Mais voilà, pour en revenir aux distances de sécurité dont vous parliez, ça c'est vraiment important. Et ça, c'est, encore une fois, quand on a le régulateur adaptatif, tout se passe bien. Alors, ce qui est assez étonnant, parce que vous dites que vous roulez beaucoup, moi je roule aussi beaucoup. Bien sûr, oui. Et je suis de nouveau. Ça c'était avant, mais pas sur la route. On ne pilote pas sur la route. On ne pilote pas sur la route. Oui, on voit souvent des excès, d'énormes excès de vitesse. C'est-à-dire que je n'avais pas souvenir d'avoir autant d'outrance kilométrique, si je puis dire, de ce qui passe à tombeau ouvert, qui double sur la voie, ce qui nous choque aujourd'hui, alors que peut-être il y a 10 ans ça ne nous choquait pas. Et j'ai l'impression que quand l'excès de vitesse arrive, c'est vraiment des grosses... Et pas forcément avec des voitures très puissantes. C'est ça qui est dingue. Et je me dis toujours, voilà, la vitesse à laquelle ils roulent, et vu l'état de la voiture, c'est quand ils vont toucher les freins, ça va être un problème. Ça va être un vrai soufflet. Par rapport à l'étude de la SANEF, il n'y a que 3% des grands excès de vitesse. Ah bah ils roulent autour de moi, c'est pas possible. Non, moi je ne suis pas trop... Ils veulent un autographe ou un selfie. Ça, ils veulent la rattraper. C'est ça en fait. Elle est où Je vais doubler, zut. Ça va trop vite. Non, je ne suis pas trop... Souvent, ce sont des étrangers qui font ça d'ailleurs en France. Ils se croient un petit peu protégés, ce qui n'est pas le cas suivant les accords qu'on a avec les autres pays. Mais non, je ne suis pas trop sur les grands excès de vitesse, je suis désolé. Je me suis posé une question en voyant l'enquête de la SANEF sur la voie de gauche. La vitesse moyenne est de 137 km/h. 137, est-ce que c'est pas la preuve que les gens se mettent juste pour ne pas être flashés? Parce que quand on est flashé, c'est 138 relevés, 131 retenus, et maintenant avec les compteurs qui sont très précis, est-ce que c'est pas la preuve que les gens se mettent au régulateur? Pour regarder l'émission Le Compte est bon, vous devez être bien là-dedans. Ça c'est bien, c'est pas mal. Non mais c'est vrai en plus. Oui, bien sûr, il y en a plein. On l'appelle le douanier. C'est ça. Oui, il y en a plein qui flirtent avec la limite. Et je rappelle qu'à partir du 1er janvier, il y aura 5 km/h, à moins de 5 km/h, on ne perdra pas de points. On paiera quand même. Oui, on flirte avec la limite, mais encore une fois, on peut être à 137 et ne pas être dangereux. On peut être à 110 et être très dangereux. Absolument. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il y a aussi une question que je me pose. La nuit, en semaine, c'est-à-dire quand il y a le moins de monde sur les autoroutes, 51% des sondés roulent au-dessus de 130, c'est-à-dire que 49 roulent au-dessous, et seuls 3% dépassent les 150. Est-ce que quelque part, on n'a pas atteint les limites de la répression? Parce que maintenant, on ne peut pas dire que les Français soient les fous du volant, Satanas et Diabolo, quoi. Quand on voit ces chiffres-là. En plus, cette autoroute entre Normandie et Paris, elle est très fréquentée. Oui. Donc, souvent avec des grosses voitures, ceux qui vont en Normandie. Donc voilà, ils ont tendance à faire ça. Oui, encore une fois, dans la sécurité routière, et il ne faut pas se focaliser uniquement sur la vitesse, ce serait une grosse erreur. C'est sur les comportements. Je vous l'ai dit, à 120 quand il pleut ou à 110 sur l'autoroute, on peut être dangereux si on colle la voiture devant ou si on baisse le nez pour regarder ce qui se passe dans votre boîte à gants, ou les portables. Alors ça, les portables. Ça, c'est une catastrophe. Voilà, la vitesse, c'est une chose. La première cause d'accident, c'est la non-concentration au volant, la distraction. Voilà. Après, la vitesse, ça peut être effectivement... Mais vous savez, quand vous roulez à 180, c'est pas autorisé. En général, vous regardez devant, quand même, et vous êtes bien concentré. Et c'est vrai que quand la vitesse est moins importante, vous pouvez avoir tendance peut-être à être moins vigilant. Je ne conseille pas de rouler à 180. Non, absolument pas. Restez avec nous, Yves Carra. Vous me rappelez Pénélope Jolicoeur, vous vous rappelez dans Les Fous du Volant? Vous me draguez, vous. Attention. Vous restez avec nous, Yves Carra, dans quelques instants, parler de voitures. Si vous ne voulez pas conduire, vous prenez un taxi ou un VTC avec cette nouvelle appli qui est géniale. Ça s'appelle montransport.com. On va tout vous dire dans un instant. À tout de suite.
Les vrais voix qui font rouler la France jusqu'à 20h avec Philippe David. On a gardé Yves Carra avec nous. Hein. Oui, Et merci d'être avec nous et on va vous parler d'une application qui s'appelle montransport.com et Albéric de Berny. Et on dit Bernice ou Berny ? Bernice. De Bernice est avec nous. Merci en tout cas d'être avec nous, PDG, fondateur de montransport.com. Alors forcément, on a toujours envie de savoir d'où ça vient. On se dit toujours que c'est une expérience personnelle et que il s'est passé quelque chose et vous vous êtes dit, voilà, il faut que je trouve des solutions. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Si, vous avez totalement raison. En fait, j'ai commencé ma carrière et j'ai dirigé une entreprise de transport qui avait pour mission de véhiculer les employés à mobilité réduite de grandes entreprises dans la région Île-de-France. Et là, j'ai été amené à rencontrer pas mal de responsables RH qui, eux, avaient pour mission de faire des demandes de devis à toutes sortes de prestataires de transport. Et en discutant avec eux, on s'est rendu compte que les prix étaient souvent faits à la tête du client. Ouais. Pour vous donner un exemple, par exemple Total avait vraiment pas les mêmes prix qu'une autre entreprise, une grande entreprise moins connue. Que les conditions... À la tête du client, c'est vraiment le coup. Ah oui, complètement. Et que ça allait du simple au quintuple, je crois. Oui, exactement. Ah ouais. Une course, 30 €, 150 €. Ça peut, complètement. Parce qu'en fait, la chose à savoir, nous, sur notre comparateur, on compare 4 types de prestataires. Donc, il y a les taxis indépendants d'un côté, qui ont leur propre entreprise et leur véhicule. Même chose pour les VTC. Et il y a les centrales de réservation de taxi et les applications du style Uber. Et ces deux types de prestataires, donc les taxis d'un côté et les VTC de l'autre, ne sont pas soumis aux mêmes règles tarifaires. Donc forcément, un taxi dont les règles tarifaires sont définies par les arrêtés préfectoraux ont un cap maximum qu'ils ne peuvent pas dépasser, tandis que les applications VTC, eux, peuvent aller du simple au quintuple. Comme ils veulent. Exactement. Alors sur montransport.com, il y a une appli. Vous travaillez, on le rappelle, avec un accélérateur de start-up qui s'appelle Scale-up Booster, qu'on connaît bien. Ouais. Vous avez voulu faire le kayak Albert Schulman, qu'on salue s'il nous écoute. Vous avez voulu faire le kayak ou le Skyscanner de cette application. Qu'est-ce que c'est que le kayak ou le Skyscanner dans ce type ? En fait, on a voulu reproduire exactement le même modèle sur les comparateurs de vol, qui sont Kayak ou Skyscanner, ou encore sur les comparateurs d'hôtels, comme Booking.com. Et on fait exactement la même chose pour les services de taxi et de VTC, c'est-à-dire que peu importe où vous êtes en France, vous rentrez sur leur formulaire votre adresse de départ, votre adresse d'arrivée, le nombre de passagers, le nombre de bagages, les éventuelles options que vous souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez un véhicule électrique parce que vous êtes écolo, exactement. Et ça va automatiquement vous agréger tous les services de taxi et VTC qui sont disponibles autour de vous. Et là, vous pourrez les comparer par rapport au prix, par rapport au service, donc le véhicule, si vous désirez un siège auto pour votre enfant, si vous avez besoin d'un chauffeur bilingue, les conditions d'annulation aussi, et la réputation de l'entreprise de transport qui est forcément notée. Est-ce que ça ne va pas servir de régulateur finalement, parce que ces plateformes-là, et on le voit avec les billets d'avion, aujourd'hui, ça a régulé un petit peu, on a l'impression que ça a régulé un petit peu ce marché. Est-ce que ça ne va pas servir aussi dans ce cas-là ? C'est vraiment notre objectif, c'est la transparence et de redonner vraiment un pouvoir aux plus petites entreprises qui ont moins forcément d'investissement marketing pour acquérir des clients. Et donc, on espère que cette transparence aura bonne utilité. Albéric de Bernice, vous avez parlé, parce qu'on peut choisir la réputation du chauffeur ou de la flotte. Comment on la voit sur votre appli, la réputation ? Parce que parfois, certains on peut citer TripAdvisor par exemple, détruisent pour le plaisir ou parce qu'ils sont copains avec le concurrent, un restaurateur dans une rue. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça ? Donc c'est exactement le même fonctionnement que sur toutes les autres places de marché, c'est-à-dire que la réputation est uniquement demandée aux clients à la fin de la prestation. Donc c'est uniquement les clients. Et vous posez des questions, est-ce que le véhicule était propre, est-ce que vous avez été bien accueilli, exactement, la ponctualité, etc. Oui, exactement. Aujourd'hui, combien d'utilisateurs ? On a environ 100 000 utilisateurs à l'année. Et on a environ 8500 entreprises de transport, donc taxi et VTC, qui sont inscrites
sur la plateforme et une centaine de centrales de réservation de taxi et d'applications VTC. Les objectifs, c'est quoi ? Prochainement, donc grâce au travail qu'on fait avec Scale Up Booster, on ambitionne, enfin on va ouvrir le marché belge et espagnol d'ici début 2024. Ah oui, quand même, c'est vachement bien. Et c'est des marchés différents du marché français où il y a tout à faire, il y a déjà des opérateurs, comment ça se passe ? Alors non, c'est des marchés assez similaires. Donc on commence par des marchés plutôt assez similaires à la France, sur lesquels on va pouvoir reproduire les mêmes stratégies pour acquérir nos utilisateurs et développer notre réseau de services de taxi et de VTC. Mais comment ça se passe ? Parce que vous avez les tarifs de plus de 16 000 services taxi. Vous avez un logiciel spécial, comme vous faites, parce que 16 000, le chiffre paraît tellement énorme. C'est eux qui vous les fournissent ? Alors, on a plusieurs types de réservations. Donc, il faut savoir que on a un service de réservation d'appel d'offres qui va permettre sur des trajets longue distance d'avoir une énorme économie parce que les tarifs sont ultra compétitifs, parce que les prestataires de transport, forcément, plus la distance est longue, plus ils peuvent faire de gains. On a aussi un service de tarification immédiate qui est un algorithme qui va analyser sur tous les trajets passés quels ont été les prix donnés. Et donc, de faire une moyenne peut-être, oui. De faire une moyenne, exactement, et de pousser la réservation de ce prix-là. Et ensuite, on a une connexion directe avec toutes les centrales de réservation de taxi et applications VTC. Yves Cara. Oui, je peux me permettre 2 questions. On dit souvent, et c'est un reproche qu'on fait à certains moteurs de recherche, plus on va chercher une information, plus le prix augmente. Donc est-ce que vous allez être aussi, vous, soumis volontairement ou pas, certainement involontairement à ça. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez intégrer le covoiturage ou l'autopartage dans votre appli un jour? Alors, l'autopartage, je me permets de commencer par la deuxième question. L'autopartage, donc on va l'implémenter très bientôt. Par autopartage, j'entends qu'on va proposer des taxis partagés. D'accord. Sur certains trajets qui sont assez communs. Banlieue, grande ville par exemple. Banlieue, grande ville, exactement, ou transfert de gare ou aéroport assez fréquent. Le pouvoir d'achat. Donc en fait, ça revient au système de shuttle qui est aussi référencé chez nous. Il y a une chose extraordinaire que vous nous avez dite en préparant l'émission. On peut réserver un véhicule chez vous 9 mois à l'avance. Je vais schématiser, le jour de la conception, vous réservez pour l'accouchement de madame votre taxi ou VTC, c'est pour ça que vous avez fait 9 mois? Alors, c'est jusqu'à 9 mois à l'avance. Il se trouve qu'en fait, on a une partie de notre clientèle qui réserve pour des mariages et qui est intéressée de faire des appels d'offres sur des services de taxi ou de navette pour rentrer. Et donc, c'est pour ça qu'on a permis ce délai aussi long de 9 mois. Quelle bonne idée. Et également, par exemple, vous prenez un billet d'avion très longtemps à l'avance, vous pouvez réserver 5, 6, 7 mois, 8 mois, 9 mois à l'avance. Exactement, oui, complètement. En tout cas, c'est une très bonne idée. Ça s'appelle montransport.com, je crois, si je ne m'abuse. C'est hyper intéressant. On s'inscrit? Comment on est obligé de s'inscrire? Non, vous allez directement sur le site, vous rentrez votre trajet et vous pouvez directement comparer tous les prix et les services de tous les prestataires disponibles dans votre zone. C'est génial, montransport.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Albéric de Bernis, PDG fondateur de montransport.com. Merci beaucoup Yves Cara d'être venu, porte-parole de Mobilité Club de France. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous revenez quand vous voulez, la maison est ouverte. Voilà, et vous êtes ouvert. Écoutez, j'ai mon rond de serviette maintenant. Donc demain matin, vous faites quoi à 6h? Parce que je peux être là. Ne vous emballez pas non plus. Dans un instant, notre ami Yvan Cujus. Spécial Louis Bertignac. Disons ça, ils ont du goût. Ça rappelle Téléboy, comme toujours dans le Loft. On salue notre ami, l'ami Yvan et toute son équipe. Nous, on se retrouve demain 17h. Absolument, demain 17h. Et merci à notre fabuleuse équipe des Vraies Voix qu'on embrasse très fort et on vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain à 17h. Salut. À demain.